et sa petite sœur Lise, âgées respectivement de 12 et 8 ans, se réveillèrent tôt dans la matinée en sursaut à cause d'un bruit sourd. C'était un jour de vacances, Noël approchait à grands pas, et donc ils ne devaient pas aller à l'école ce jour-là. Cependant, leurs parents n'étaient pas présents. Leur papa était au travail, et leur maman, quant à elle, était probablement partie faire les courses. Chacun dans leur chambre, le grand frère se leva en premier de son lit pour aller voir ce qu'il se passait, pendant que la petite sœur, apeurée, entendit la porte de la chambre de son frère s'ouvrir. Elle décida donc de le rejoindre. Une fois dans le couloir, ils s'échangèrent un regard et avancèrent tout doucement vers l'endroit où ils pensaient avoir entendu ce bruit qui avait été assez fort, suffisamment pour les réveiller. Ils atteignirent le salon pour découvrir avec joie que dehors tout était recouvert de neige, laissant donc retomber la pression du son inconnu qui les avait réveillés quelques minutes plus tôt. « Il neige !» s'écria Lise alors que son frère tenta de se reconcentrer sur leur objectif de départ. « Chut, reste derrière moi !» lui dit-il à voix basse, la poussant doucement derrière lui, avant de se diriger vers la cour arrière. Alors qu'il ouvrait la porte de derrière, sa petite sœur restait en retrait, inquiète. « Fais attention, » murmura-t-elle. Leur jardin était totalement blanc, recouvert d'une épaisse couche de neige d'environ 15 centimètres. Il avait bien neigé et tout était si beau aux yeux du jeune garçon. Il passa la tête à l'extérieur, méfiant, mais ne vit rien d'inquiétant, à part un gros tas de neige tombé du toit, mais rien de dangereux à l'horizon. Toujours en pyjama, il ne pouvait pas sortir sans risquer de tomber malade. Il demanda alors à sa petite sœur d'aller s'habiller chaudement pour ensuite l'accompagner dehors. Il pourrait en profiter pour faire un bonhomme de neige, le premier de la saison. Plusieurs minutes plus tard, ils sortirent tous les deux dans le froid de l'hiver. La petite sœur des étoiles plein les yeux, et pendant qu'elle profitait de la neige qui lui arrivait presque aux genoux, Timothée alla inspecter la neige qui était tombée du toit, lorsqu'il entendit un bruit étrange provenant du bois au bout du jardin. Ils avancèrent tous les deux d'un pas hésitant et entendirent à nouveau ce mystérieux bruit. Lise, apeurée, resta en retrait, tandis que son frère continua d'avancer, tout doucement sans faire de bruit. Quand tout à coup, surpris de sa trouvaille, il fit un bond en arrière qui le fit tomber dans la neige. En effet, caché derrière les arbres se trouvait un adorable renne. Lise l'aperçut, oubliant sa peur, se rua sur le renne et resta émerveillée devant lui. Timothée se releva, se secouant pour enlever la neige sur lui. Lise lui demanda « C'est un cerf ?» Timothée lui répondit « Ça y ressemble, mais non, c'est un renne. D'ailleurs, c'est plutôt un renne particulier. Regarde Lise, il a le nez rouge. » Lise lui dit « Parce que les rennes n'ont pas le nez rouge d'habitude. » Bouffant de rire, Timothée lui répondit « J'en ai jamais vu avec un nez rouge, en tout cas. » Ils s'avancèrent tous les deux, émerveillés, en direction du renne pour le caresser, quand ils s'aperçurent d'un petit médaillon doré était rattaché au cou du renne. Timothée décida d'inspecter s'il n'y avait rien inscrit dessus, quand tout à coup il vit une gravure où il y avait inscrit un nom dessus. L'animal n'avait pas l'air réticent au contact
Tu penses que les autres reines sont dans les parages ? Demanda Lise à son grand frère. Je n'en ai aucune idée. Timothy regarda aux alentours. Il n'y avait aucune trace d'autres reines. Il a cependant l'air d'être perdu. Que fait-il ici, d'ailleurs ? N'est-il pas censé être en préparation pour la livraison des cadeaux ? Il a fallu quelques secondes aux deux enfants pour prendre conscience de la situation. Le Père Noël ne pourra pas faire sa livraison, s'exclama Lise. Si un renne manque, le traîneau ne pourra pas décoller. D'autant plus que ce renne est d'une très grande importance lors des voyages au travers des brouillards et blizzards. Et si ça se trouve, il n'est pas le seul à s'être perdu. Oh non! Lise semblait terrifiée à l'idée de ce scénario. Timothée resta perplexe. C'est un garçon qui, au fil du temps et des années, était de moins en moins attendri par l'existence du Père Noël, par toutes ces histoires. Cependant, faire part de ses pensées aggraverait l'humeur de Lise, qui, contrairement à lui, croit fortement que le Père Noël n'est aucunement une simple légende. Timothée observa les pattes du renne. Je me demande s'il s'est volé, se demanda-t-il. Oh, mais oui, Timothée, bonne idée, s'exclama Lise de nouveau, mais cette fois-ci avec un sourire aux lèvres. Comment ça, Lise ? Demanda Timothée. Nous allons accompagner Rodolphe. Nous allons l'aider à retrouver son propriétaire, le Père Noël, ainsi que son équipage. Nous volerons avec lui sur son dos. Ça nous offrira l'opportunité de voyager, nous qui n'avions pas souvent l'occasion, répondait Lise, les étoiles dans les yeux. Écoute Lise, papa et maman nous ont confié à la maison pour devenir plus autonomes, responsables et avoir davantage leur confiance. Timothée regarda le renne de nouveau. En plus, ce n'est même pas sûr qu'il nous laisse monter sur son dos. À l'instant où Timothée dit ces mots, le renne se mit à genoux, leur faisant allusion de monter sur son dos. Tu vois, Timothée, il est d'accord. Rodolphe est d'accord. Youhou, s'exclama Lise, qui ne traîna pas pour monter sur le renne. Tu viens ? Demanda Lise à son grand frère. Ce dernier se retourna pour regarder leur maison au loin, puis regarda de nouveau sa petite sœur, puis le renne. Je sens que papa et maman vont nous faire la fête en rentrant, soupira Timothée, qui monta à son tour sur le renne. Il ne fallait pas prier Rodolphe pour qu'il se remette debout sur le champ. Et ce dernier se mit de suite à galoper. La sœur et le frère étaient tout secoués. Cependant, cela amusait beaucoup Lise. Cette course était également rythmée par la respiration du renne et des bruits qu'il provoquait dans la neige. Et soudain, les enfants n'étaient plus secoués. Ils ne sentaient plus que l'air glisser sur leur peau. Plus aucun bruit. Si ce n'était que le bruit que provoquait la clochette de Rodolphe. Les enfants penchèrent la tête. Les pattes du renne au nez rouge n'étaient plus en contact avec le sol enneigé. Timothée et Lise baissèrent les yeux pendant quelques secondes et virent la beauté environnante de leur village enfoui sous la neige. Timothée regarda Lise et vit ses yeux s'illuminer. Elle était éblouie par ce qui l'entourait. Volée sur le dos d'un renne du Père Noël et semant le rêve de nombreux enfants. C'est à ce moment précis que Timothée se disa que la magie de Noël existait réellement et qu'elle se trouvait dans les yeux des jeunes enfants qui y croient encore. Lise cria « Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite ». Rudolphe allait donc de plus en plus vite. Timothée, quant à lui,
essouffla de soulagement en constatant que l'objet n'avait rien de dangereux. Il s'agissait d'un beau grelot couvert de neige. Rudolf ne lâcha pas le grelot des yeux. Il n'y avait aucun doute, il avait quelque chose de spécial. Lise et Timothée s'amusèrent donc à l'agiter dans tous les sens pour jouer un peu. Les tintements du grelot pouvaient se faire entendre dans toute la forêt. Les brames du renne se mélangeaient au rire enjoué de la fratrie. La neige virevoltait, donnant ainsi une allure magique à la forêt. Lise s'arrêta de bouger subitement et fixa une ombre. Elle était intriguée et demanda naïvement à son frère ce que ça pouvait être. Timothée réalisa qu'il n'était pas seul et essaya de comprendre ce que pouvait être cette ombre. Rudolf, quant à lui, sautilla vers elle et montra des signes de joie. L'ombre se mit à parler. « Ça fait longtemps que tu n'es pas venue ici, magnifique reine. » Une silhouette se dessina plus précisément. Il s'agissait d'un lutin. « N'ayez pas peur, les enfants, je suis juste de passage. »« Tu es un lutin du Père Noël ?» demanda Lise, toute contente. « Pas encore, je suis encore un apprenti lutin. Je cherche juste mon grelot, je l'ai entendu tinter. » Surpris, Timothée lui tendit le grelot trouvé au sol. Le lutin sauta de joie tellement haut qu'on aurait dit qu'il allait s'envoler. « Merci les enfants, vous êtes mes héros », répéta le lutin en serrant le grelot contre lui. « Pour vous remercier, je vais vous emmener dans un endroit merveilleux, » dit-il en chantonnant. Les enfants échangèrent un regard hésitant, puis se mirent à l'écart du lutin et de Rudolf. « Je ne sais pas si on devrait le suivre, Tim, » chuchota Lise à l'oreille de son frère. « On ne sait pas où on s'aventure, ni pour combien de temps. Papa et maman pourraient s'inquiéter s'ils ne nous trouvaient pas à la maison. » Timothée lui répondit sur un ton enjoué. « Il a dit qu'il pouvait nous emmener dans un endroit merveilleux. Tu crois vraiment que papa et maman seront fâchés pour ça ?» C'était maintenant au tour de Lise d'être inquiète, à l'inverse de Timothée qui avait des étoiles plein les yeux à l'idée de découvrir un nouvel endroit. « Je ne dis pas qu'ils seront fâchés, » reprit Lise, « mais j'ai peur qu'ils se fassent du souci pour nous. » Le lutin s'approcha des enfants. « Vous semblez perturbés. Quelque chose ne va pas pour vous. Aurais-je dit quoi que ce soit qui aurait pu vous blesser? Si tel est le cas, je m'en excuse sincèrement et je ferai n'importe quoi pour me racheter. Je suis prêt à vous offrir tout ce que vous désirez. Je ferai tout pour me faire pardonner. Vous savez, une fois j'ai marché sur la patte d'un renne sans faire exprès et... » Lise coupa la parole du lutin qui n'en finissait plus de parler. « Non, non, absolument pas. C'est juste que nous ne devrions pas trop tarder à rentrer à notre maison. Et en plus de ça, Rudolf est épuisé. Il n'arrive presque plus à marcher, et encore moins à voler. » « Écoutez les amis, j'ai une idée, » reprit le lutin. « Et si vous m'accompagnez à la fabrique de jouets pour que je vous offre un présent pour vous remercier d'avoir retrouvé mon grelot? Une fois là-bas, je demanderai de l'aide à mon ami Max. Il connaît bien la mère Noël et ainsi il pourra aider Rudolf à retrouver la magie dont il a besoin. Ensuite, si Rudolf est d'accord, il vous ramènera chez vous à la vitesse de l'éclair. » Le renne acquiesça de la tête, puis les enfants acceptèrent à leur tour. Et voilà nos 4 compagnons partis en route vers la fabrique de jouets. Lise songea. C'est quand même curieux ce manque de magie de Noël. Et si quelqu'un avait essayé de priver Rudolf de son pouvoir? Les enfants, Lutin et le renne, marchèrent tous côte à côte. Ils empruntèrent un chemin sinueux et étroit qui s'enfonçait dans une forêt touffue non loin de chez eux. Ils passèrent les mousses brumeuses, mousses vertes, semblables à de la moquette sur le sol, remplies d'un petit voile de fumée blanchâtre qui englobait le bas des arbres. Et sur le sol, sur une centaine de mètres. Puis, au bout de quelques minutes de marche,
chanceux, les enfants. Lise et Timothée demandèrent pourquoi, et le lutin leur dit qu'ils habitaient non loin d'un des 25 passages secrets répartis sur la planète qui se connectaient entre leur monde et la fabrique de cadeaux du Père Noël. C'était quelque chose de très banal et personne n'en crut ses yeux lorsqu'ils aperçurent un arbre énorme qu'il semblait vieux, fatigué, avec pour seul corps un tronc apparent et bosselé par le temps. C'était le pin royal, le plus vieil arbre de la forêt de ce pays et à plusieurs milliers de kilomètres du prochain passage. Un arbre fendu par le milieu avec quelques grosses branches et des racines apparentes. On avait l'impression que l'arbre voulait sortir de terre. Lise n'était pas rassurée à l'idée de s'approcher de cet arbre, mais plus le lutin en parlait et le décrivait, plus Timothée semblait excité. Le renne lui inclinait la tête et cet arbre lui semblait familier, mais dans ses yeux on lisait tout. On lisait son incompréhension face à cette perte de mémoire. Le lutin demanda à nos amis de s'écarter de l'arbre de quelques mètres pour faire fonctionner quelque chose. Lise se demanda que va-t-il bien faire avec cet arbre. Timothée demanda à Lise: tu penses qu'il est magique l'arbre? Elle ne répondit pas. Le lutin agita la cloche dans la cavité de l'arbre, puis fit un tour sur lui-même, tapa du pied et sembla prononcer quelques mots. Les enfants étaient intrigués. Le lutin était à quelques mètres, mais il n'entendait pas la cloche sonner, ni ces mystérieuses paroles. Et d'un coup, une sorte de lumière jaune apparut au centre de l'arbre. C'était un point lumineux. Le lutin recula d'un pas et sembla former un cercle avec un doigt face à l'arbre. Et la lumière s'agita et forma un cercle avec une petite boule sur le dessus. Ça ressemblait à une boule de Noël. Elle se forma en 3 dimensions de plusieurs mètres de haut, englobant l'arbre. C'était une sphère jaune, écarlate, presque aveuglante. Le lutin avança, s'accrocha au tronc de l'arbre, fit signe aux enfants et aux reines. Ils se collèrent au tronc et dans un silence absolu, ils étaient comme téléportés dans un endroit totalement différent. Ils tombèrent tous de quelques mètres de haut, mais dans une piscine à boules. La matière était inconnue, mais les enfants semblaient connaître la matière. Elle était semblable à du chamallow. Rudolf se débrouillait tant bien que mal pour rester à la surface de ce pain étrange. Il ne connaissait pas la matière. Le lutin claqua des doigts et plusieurs lumières les éclaira. Ils étaient comme dans un immense hangar. Ils entendirent des bruits de pas et un nouveau lutin plus grand de quelques centimètres que leur ami lutin apparut. C'était Max, le lutin affilié au département des déplacements intérieurs et extérieurs de la fabrique de jouets du Père Noël. Max et le lutin aidèrent les enfants à sortir de ce pain, ainsi que Rudolf, et s'avancèrent dans un long couloir. Le petit groupe se dirigea vers une porte dorée pourvue d'engrenages. Max la déverrouilla d'un seul doigt. Dès que la porte s'ouvrit, Lise et Timothée découvrirent l'usine à jouets. D'imposantes machines sortaient à la chaîne des centaines de jeux. Chacune avait sa spécialité. Les jouets en bois, en plastique, des chevaux à bascule, des poupées. Les enfants n'en croyaient pas leurs yeux. Les lutins, préposés jouets, s'activaient dans tous les sens derrière une chorégraphie. L'un lançait le ruban afin de ficeler les cadeaux, l'autre sautait avec une paire de ciseaux pour le couper, et d'autres le réceptionnaient en effectuant une danse rythmée, au son bien connu de Frank Sinatra, pour réaliser un splendide nœud. Pour éviter de déranger tout ce monde, ils prirent un mini traîneau qui les déposa devant le bureau de la mère Noël. Rudolf ne tenait plus en place.
Max et l'apprenti lutin Bob s'échangèrent des regards confus. Que se passe-t-il? Demanda Timothée. Ma fiole de magie de Noël est vide. Quelqu'un a dû l'utiliser sans ma permission. Il semblerait que nous allons être en pénurie de magie de Noël, avant même d'arriver au jour de la distribution des cadeaux, si ça continue comme ça. Subitement, un lutin entra en trombe dans le bureau de la mère Noël et s'écria: C'est urgent. Nous avons découvert ce qui est à l'origine du vol de la magie de Noël. C'est Gréla, la vilaine drôlesse. Elle vole la magie de Noël des lutins et autres créatures de Noël qu'elle croise. Les enfants se demandèrent qui est Gréla, avant même de se souvenir des histoires que leurs parents leur ont déjà racontées. Que c'est une drôlesse qui mange les vilains enfants quand Noël approche. Alors elle existe vraiment? S'écria Lise, terrifiée. Mais elle n'est pas censée manger les vilains enfants quand Noël approche, demanda Timothée, tout aussi surpris que sa petite sœur. La mère Noël leur répondit que ce ne sont que des contes pour faire peur aux enfants, mais que la réalité n'est pas meilleure, parce qu'elle est très friande de magie de Noël. Une poudre qui alimente les machines et les reines de Noël, et bien d'autres choses. Après quelques explications, les jeunes enfants demandèrent s'ils pouvaient faire quelque chose pour aider, pour que Noël puisse arriver. Sinon, ça rendrait triste des millions d'enfants. Et Timothée ne voulait surtout pas que sa petite sœur voie Noël être cachée. Je ne vois pas ce qu'on peut faire, répondit Max désespéré. C'est une drôlesse très méchante. Et si on s'approche d'elle, elle aspire notre magie de Noël, réenchérit Bob, l'apprenti lutin. En effet, c'est une affaire compliquée. Elle est vraiment affamée cette année, marmonna la mère Noël. Après un instant de silence, pesant, la petite Lise, aussi gentille qu'innocente, s'écria: Je sais, j'ai une idée. Gréla doit se sentir très seule. C'est peut-être la dernière drôlesse du monde. À l'arrivée de Noël, peut-être qu'elle est triste et du coup elle mange pour se sentir mieux. Au lieu de la priver de manger, pourquoi est-ce qu'on ne lui offrirait pas plein de magie de Noël en cadeau? Comme ça, elle n'en volerait plus. Un grand sourire aux lèvres et des étoiles plein les yeux. Elle fixa tour à tour les personnes présentes dans le bureau. Après un bref moment de réflexion, la mère Noël répondit: Ça pourrait marcher. C'est une très bonne idée, petite Lise. Nous allons essayer ça. Suite à la bonne idée de Lise, les deux enfants, suivis de Rodolphe, de Max et de Bob, se téléportèrent au fin fond de la forêt. Au fur et à mesure qu'ils avancèrent, la pénombre se faisait sentir. Mais Rodolphe utilisa son nez magique, luisant, afin de pouvoir y voir un peu plus clair. C'est comme ça que le Père Noël distribue les cadeaux quand il fait trop sombre, s'exclama Max aux enfants, car on n'y voit pas tout le temps. Arrivés à l'entrée d'une grotte, les deux enfants, très surpris à la disposition des roches qui avaient été placées de manière très logique. Il y avait forcément quelque chose ici. Alors que Lise analysait avec grande attention tous les moindres détails, elle prêta son attention sur un petit panneau où il y était écrit « Personnel du Père Noël, dégagez d'ici ». Il n'y a pas de doute,
C'est bien ici que Grilla vit. Nos 4 compagnons s'aventurèrent à l'intérieur de la grotte et virent Grilla assis sur un fauteuil rouge, plutôt épais mais très abîmé. Timothée reconnut immédiatement Grilla et s'exclama à voix basse. Ce doit être elle. Ce doit être elle. Max et Bob avaient très peur. En effet, ils avaient raison. Elle était très grande, très maigre, avec des habits noirs, tout déchirés. Ils pouvaient voir qu'elle avait entreposé plusieurs fioles de magie de Noël dans une bibliothèque qui était contre un grand mur. Mais plusieurs d'entre elles étaient vides. Nous sommes venus vous offrir un cadeau pour que vous arrêtiez de voler la magie de Noël, s'exclama Lise. Grilla dit ainsi. Qu'allez-vous m'offrir? Des restes du pain sec. Les gens pensent que je mange les enfants, alors que ce n'est pas vrai. J'ai seulement dit une fois à un enfant qu'il était mignon à croquer. Mais les lutins ont un très grand problème avec les métaphores. Ils ne comprennent pas le second degré. Et depuis, je suis vue comme une méchante. Et je suis seule et affamée. Lisa demanda à Grilla pourquoi elle avait volé la magie de Noël. Et Grilla expliqua car, étant enfant, elle n'avait pas eu le droit à des cadeaux de Noël car elle n'avait pas été sage. Alors que pour elle, tous les enfants devraient avoir droit à des cadeaux pour Noël. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été punie pour quelques bêtises. Mais Timothée expliqua que ce n'est pas les cadeaux le plus important pour Noël, mais la présence que nous pouvons offrir aux uns aux autres. L'amour et la présence des êtres aimés est le plus beau des cadeaux que nous pouvons recevoir. Il expliqua ainsi que c'était elle qui s'était punie en s'éloignant du monde et en restant seule et en volant la magie de Noël. En effet, Grilla n'avait pas vu les choses sous cet angle, car elle ne se rendait pas compte qu'elle avait fait autant du mal aux autres qu'à elle-même, en restant seule et en se coupant du monde, et surtout en volant la magie de Noël. Elle demanda ce qu'elle pouvait faire pour pouvoir se racheter du mal qu'elle avait fait. Et les 2 lutins furent très surpris de la légèreté de Grilla, et ils lui demandèrent si, en échange d'une très bonne quantité de magie de Noël, elle accepterait de venir manger au banquet dans la fabrique de jouets. Elle acquiesça et se trouva très enjouée à l'idée de ne pas être seule pour Noël. Ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas partagé un repas avec quelqu'un. Tous les 6 prirent des fioles de magie de Noël et rentrèrent à la fabrique de jouets, où ils firent une très grande fête, et Grilla eut droit à une fête de qualité, ainsi qu'à la présence et à l'amitié, ce qui fut un des plus beaux cadeaux de sa vie. Mais pendant le repas, et après avoir bien mangé, les 2 enfants devaient partir avant que les parents se rendent compte et ne s'inquiètent qu'ils n'étaient pas là. Ils remontèrent donc sur le dos de Rodolphe pour rentrer à la maison. Sur la route de retour, le soleil était déjà couché. Ils pouvaient y distinguer leur maison depuis le ciel étoilé. Leur petit village était bien éclairé depuis le ciel, avec plein de jolies petites lumières. C'était magnifique. Élise allait s'en souvenir toute sa vie. Le renne les déposa sur le toit, et ils se quittèrent non pas sans larmes. Les enfants espéraient revoir Rodolphe et les lutins à l'avenir. Puis vient le temps de se quitter. Ils passèrent par la petite lucarne au plafond, mais une fois posé le pied au sol, ils se rendirent compte qu'il était déjà le matin.